Monsieur Luc Alouma, comme je l'ai annoncé tantôt, vous êtes l'auteur du livre Analyse, critique et optimisation du programme de développement des 145 territoires. Généralement, un ouvrage d'analyse et critique, c'est fait à la fin d'un programme, mais vous n'avez pas attendu la fin du programme lancé par le gouvernement de la République afin d'émettre déjà une analyse dessus. Pourquoi? Je ne sais pas quand vous parlez de la fin du programme, la fin de l'exécution ou de l'élaboration. Je pense que le programme est déjà élaboré et le programme est déjà dans sa phase d'exécution. Vous savez, le programme est un programme triennal et donc il est étalé en 3 ans. Et il y a déjà 2 ans passés, donc on est dans la troisième année. Il y a déjà des actions qui ont été menées et il y a des actions qui sont en train d'être menées. Et donc, en matière en matière de développement, un programme, c'est d'abord sa conception qui compte. Parce que si une chose n'est pas bien conçue, et donc il ne faut pas s'attendre aussi à des bons résultats. Donc si déjà il y a des écueils au niveau de la conception, nous ne pouvons pas nous abstenir de critiquer, n'est-ce pas, hein, ou nous n'allons pas attendre que les choses se gâtent. Hein, pour que nous puissions le dire à ce moment-là. Donc c'est un peu comme ça. Donc en matière de projet, les projets échouent pas parce qu'ils sont mal exécutés, mais c'est d'abord à partir de leur conception où ça pose problème. Et donc c'est tout à fait indiqué, n'est-ce pas, pour nous de pouvoir nous saisir de l'occasion et d'avoir bien sûr mis à la disposition du public et du monde scientifique notre plaquette. Après avoir analysé ce programme, la conception du programme, comme vous venez de le dire, avez-vous relevé certains points faibles qui peuvent entraver l'exécution du programme proprement dit? Bien sûr, d'ailleurs c'est l'objet même de l'ouvrage. Il est intitulé Analyse critique, donc ce sont des critiques analytiques et optimisation du PDL 145 territoires. Donc parmi les critiques notamment, vous les trouverez dans le chapitre 2 hein, de l'ouvrage. Et là-dedans, nous essayons d'énumérer certaines erreurs, disons, rationnelles, hein, qui feront que les programmes ne puissent atteindre ces objectifs tels que c'est fixé par, n'est-ce pas, les autorités et voulu par le chef de l'État. Il y a par exemple, dans ces critiques-là, vous avez par exemple l'endogénéité qui est biaisée hein, dans le processus de diagnostic. C'est-à-dire le programme est basé sur une approche endogène de développement et qui dit approche endogène sous-entend que les diagnostics, les projets, la conception même de priorités à mener sur le terrain, toutes ces choses-là doivent être menées à la base et par la base. Vous voyez, donc c'est très important de comprendre cela parce que avec le PDL, ce qu'on a constaté, c'est que les diagnostics n'ont pas vraiment concerné la base. Hein, donc, ceux qui vivent dans les territoires, ce ne sont pas eux qui ont produit la problématique. Et déjà là, ça fait un problème. Hein, parce que c'est leur programme. Et donc, ils doivent participer du début à la fin à la définition de la pauvreté, parce qu'une pauvreté, il faut d'abord la définir, et bien sûr, à diagnostiquer de manière sereine et de manière tout à fait
approfondit les questions de développement et de pauvreté qui se posent en ces milieux-là. Et donc, ce n'est que après cela que l'on peut maintenant envisager un programme et aligner les actions qu'il y a à mener sur le terrain. Mais c'est comme je dis, la base n'a pas étroitement été associée à ces diagnostics-là, et donc ça pose un vrai problème, et cela ne garantit pas les actions publiques qui sont à mener. Et donc, nous ne pouvons pas dire avec toute la certitude que ces actions-là vont effectivement impacter et arriver aux objectifs tels que voulus. Pendant le vernissage du livre, vous avez parlé de l'apport des scientifiques pour la réussite du programme. D'après vous, quelle est cette contribution que le gouvernement peut attendre de la part du monde scientifique congolais? D'abord, chaque pays a ses scientifiques, hein. Ça c'est une vérité indéniable. Moi, par exemple, ou certains Congolais qui ont étudié ici ne peuvent pas prétendre aller, je sais pas, conseiller l'économie américaine ou conseiller l'économie russe. Donc c'est des choses qui ne peuvent pas se faire. Donc ces gens-là, ils ont l'air scientifiques. Et l'erreur que nous commettons souvent chez nous, c'est ça, c'est-à-dire on appelle comme ça des experts de tous bords, hein, qui viennent de partout, et donc sans connaissance de l'environnement, parce que la science ne s'exerce pas. Elle est universelle, c'est vrai, mais elle est contenue dans un environnement précis. Et donc nous sommes les scientifiques qui ont étudié dans ce pays. Ce que nous avons fait dans les études, nous n'avons pas étudié l'économie américaine ou française, nous avons étudié l'économie congolaise. Et donc nous avons étudié toutes les péripéties, nous avons fait de revues de littérature, nous avons revisité des plans, des programmes qui ont été faits dans ce pays, et nous avons des connaissances sur ce qui a causé, soit échec ou ce qui a causé des difficultés. Et donc, nous avons ça à l'esprit et c'est très important. Donc, avec la théorie que nous avons, si nous essayons de mettre cela en pratique, évidemment, ça peut marcher. Et donc, des programmes comme ça, ce que je peux conseiller, c'est de soumettre ça à des scientifiques qui sont là, hein. Nous avons la faculté de l'économie qui est là. Vous avez des grands professeurs comme Kabea Chikuku, vous avez Mokonda Bonza, et tant d'autres, les Nyembo Chabani et le prof Mabi par exemple. Donc c'est quand même des personnalités scientifiques incontestables. Donc si le monde est d'accord avec ces personnes, mais pourquoi chez nous, nous n'arrivons pas à valoriser, hein, ces scientifiques? Et donc il aurait été mieux qu'un programme comme ça soit soumis à un comité scientifique, n'est-ce pas, pour recueillir leurs avis. C'est très important. Et donc, ce n'est pas pour rejeter les programmes, mais pour arriver à corriger certaines choses ou à appuyer, si vous voulez, la faisabilité de la chose. Dans votre ouvrage, il n'est pas seulement question d'analyse et critique, mais aussi d'optimisation de ce programme. Pour vous, comment à ce jour peut-on optimiser ce programme afin de rectifier les tirs pour une bonne concrétisation et atteindre certains objectifs fixés? D'accord, mais l'optimisation, évidemment, nous ne sommes pas arrêtés qu'aux critiques. Donc nous avons apporté une contribution sur l'optimisation de ces programmes-là. Alors comment on optimise cela? Hein, je pense que la grande contribution consiste à plaider pour une institution, hein, du Fonds souverain de développement local de 145 territoires, à la place du programme de développement local de 145 territoires. Donc nous proposons un changement de paradigme et une retouche qui vient, si vous voulez, ajuster ces actions-là, cette conception-là, ces programmes-là,
dans la ligne droite des résultats escomptés. Et donc, je veux dire par là que si on arrivait à instituer les fonds souverains de développement local de 145 territoires, nous pouvons arriver très rapidement à résoudre tous ces problèmes de pauvreté et d'insécurité alimentaire et rapidement mettre le pays sur le rail, n'est-ce pas, du développement. Les fonds souverains, pourquoi? Parce que nous voulons, les diagnostics que nous avons faits, c'est que les problèmes des milieux ruraux, c'est le manque des institutions socio-économiques. Et donc, comment pallier à ce manque des institutions? Parce qu'il y a une concentration des institutions au niveau de la capitale. Et donc, ces institutions qui se concentrent au niveau de la capitale, cela a comme conséquence la concentration des ressources et des revenus aussi. Alors, et c'est ça qui par ricochet, met les ruraux dans la précarité dans laquelle ils souffrent. Et alors, comment résoudre les problèmes? Donc, il est simple. Nous devons tout simplement institutionnaliser, mettre à la disposition des milieux ruraux une institution qui va demeurer autant de temps que demeurera le problème de pauvreté. Et le problème de pauvreté, nous l'avons souligné, c'est un problème structurel, ce n'est pas un problème ponctuel. Alors que le PDL propose des solutions ponctuelles. Vous voyez, avec des solutions ponctuelles, ça ne peut pas marcher. Il faut instituer un organisme public qui va rester avec les populations rurales et qui va travailler avec les populations rurales pour les aider à sortir de leurs problèmes. Et si on n'agit pas comme ça, quoi qu'on fasse, on n'y arrivera jamais. Pensez-vous que la corruption peut être une épine dans le pied pour, même si aujourd'hui, par exemple, on garantit le fonds souverain pour être déployé en milieu rural, est-ce que le problème de la corruption ne peut pas être un frein majeur au développement ou bien à la réussite de ce programme? Bien sûr que la pauvreté, c'est un fléau, c'est une gangrène qui ne permet pas, n'est-ce pas, aux actions publiques d'être menées comme il se doit. Ça, c'est connu. Mais justement pour contraindre, parce que vous savez, il ne suffit pas de se plaindre de cette corruption, mais il faut mettre des mécanismes qui empêchent cette corruption de pouvoir se déployer. C'est vrai qu'on n'arrivera peut-être pas à réduire ça à zéro, mais on peut. Mais tout ça, c'est l'intelligence stratégique qui résout ce genre de problème. Et c'est ce que nous avons essayé de proposer, parce que lorsqu'on institue un organisme public, vous voyez, c'est quand même un peu... la responsabilité est établie. Hein? Et donc, il sera difficile pour un fonctionnaire, n'est-ce pas, qui est là et à qui l'État a donné le moyen. Parce que le problème avec le PDL, c'est comme si c'est l'État qui cherche à faire lui-même. Vous voyez, ces choses-là, ça étouffe le gouvernement. Le gouvernement a beaucoup de tâches et le gouvernement doit cesser de s'étouffer. Et cet étouffement est voulu, au fait. Est voulu parce qu'il y a des gens qui pensent ou qui veulent justement maintenir les modes d'organisation qui est actuel, parce qu'ils savent qu'il y a manipulation de liquidités, il y a manipulation... Et partout où il y a manipulation, justement, il y a une propension élevée de corruption. Et donc, il faut empêcher cela. Donc, les fonds, il faut qu'il y ait un fonds qui est mis à part. Un fonds qui pourrait même être extra-budgétaire, qu'on doit allouer à une institution publique qui va s'occuper de ces problèmes-là. Et cette institution-là, ce n'est pas une institution qui va s'installer ici à Kinshasa. Non, c'est une institution qui devra avoir des antennes dans chaque territoire. Parce que le fonds est là pour soutenir ceux qui sont dans les territoires. Donc l'argent ne peut même pas rester ici. Donc voilà comment, intelligemment, on peut arriver justement à rationaliser la chaîne de dépenses, à rationaliser les dépenses publiques
au lieu de laisser ça dans les rouages que nous connaissons. Et ce sont des rouages qui sont triffés de tricherie, de mécanismes de ponction de toutes parts. Hein, et d'autres qui sont sournoises, vous ne parviendrez pas à mettre la main. Alors, il faut sauver les deniers publics. Il faut les soustraire de ce mécanisme-là et créer un mécanisme nouveau. Et c'est bien sur les fonds souverains. Il est souverain tout simplement parce que c'est tout à fait normal. Aucun pays ne peut fonctionner sans un fonds souverain. Les fonds souverains, c'est un peu comme l'équivalent de politique sociale en France et tout ça. Donc, ce sont de fonds dont personne ne peut intervenir ou interférer. Hein, parce que il y a un caractère de souveraineté, il y a un caractère d'intouchabilité. Et là, tout le monde peut, le gouvernement peut contrôler, la présidence peut contrôler, les députés peuvent contrôler, et ça sera plus efficace. Hein, plutôt que ce soit l'État lui-même, le gouvernement lui-même, les ministres qui seront là en train de piloter, c'est trop lourd et cela ne garantit pas la sauvegarde justement des ressources publiques. Et je pense que l'alternative que nous proposons, c'est une alternative intelligente. Et si nous aimons vraiment les pays et que nous sommes patriotes, je ne vois pas pourquoi on le refuserait. Monsieur Luc Alouma, analyse, critique et optimisation du PDL 145 territoire, un livre préfacé par le professeur Mukonda Bonza, où on peut s'en procurer. Merci. D'abord, en passant, je remercie le professeur qui m'a aidé à mettre en place, à peaufiner bien sûr cette plaquette, et bien sûr mes remerciements au prof Kabeya Chikuku qui l'a baptisé. Et donc, le livre a été imprimé à Mediaspol, hein, Mediaspol que tout le monde connaît, Mediaspol des catholiques. Voilà, donc on peut trouver là-bas ou sinon on peut nous appeler. Donc, les numéros sont là, il n'y a pas de souci. D'accord. Monsieur Luc Alouma, c'était un plaisir de vous recevoir dans ce journal. Merci beaucoup à vous aussi. Et voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes. Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir. Au revoir.